social, donc l'atelier juridique sur les actualités sociales de 2022. Maître Olivier Bach va arriver, il est en présentiel. Voilà, il est parti faire une petite pause. Est-ce que vous pourriez tous, ce que je vous propose, c'est vous présenter de manière à présenter votre entreprise et puisque vous attendez un peu si vous avez des attentes particulières par rapport à cet atelier. On va commencer peut-être par ceux qui sont en présentiel, en attendant d'autres personnes en présentiel. Allez, alors, bonjour, Fabienne Tiburce, donc de l'EDIL. J'ai une double activité, donc je fais de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et j'ai mon agence immobilière. Et puis, je suis ici tout simplement pour venir chercher des informations, en fait, des informations intéressantes et puis dont on pourrait avoir besoin. Voilà, simplement. Bonsoir à tous, Nadim Tréjo, je suis chargé d'affaires juridiques à la Fédération réunionnaise du BTP. Et donc, je viens me mettre à jour des actualités sociales du moment pour aider au mieux les chefs d'entreprise de la branche du BTP. Je laisse ceux qui sont en distanciel se présenter. Oui, bonjour à tous. Emad Ali Ali, dirigeant de la société Axelium Océania, société de gestion, d'accompagnement et gestion au TPE-PME. Donc, pareillement, donc moi je viens pour un rafraîchissement des nouvelles directives et réglementations en la matière. Voilà. D'accord, bienvenue. Bienvenue. Merci. Michel, tu veux te présenter? Avec plaisir. Bonsoir à tous. Michel Grenier, donc consultant, cabinet MG+ et RPC Conseil, donc spécialisé dans des audits de carrière et l'expertise en retraite. Et donc, par ailleurs, mandataire du MEDEF et à ce titre, président du Conseil de prud'homme de Saint-Pierre. Donc, je suis intéressé par tout ce qui concerne le social, l'évolution, et peut-être parlerons-nous de la décision, des arrêts de la Cour de cassation il y a juste une semaine, puisque je crois que c'était le 11, ou ça fait 15 jours peut-être, oui. Enfin bon, bref, je crois que c'était le 11 mai, concernant le barème Macron, et ça met un terme à cette longue histoire. Voilà. Merci. Au suivant, Noël Diaoumi. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai raté un petit peu le début, en fait. J'étais déconnectée. Je vous laisse vous présenter. On est actuellement en train de faire un tour de table. D'accord, très bien. Alors, je suis Noël Néry et je suis au service RH du restaurant Les Cocotiers à la Saline-les-Bains. Voilà. D'accord. Et il manque du coup S-Boyer. Boyer. Bonjour. On vous entend très mal. Vous m'entendez mieux? On vous entend très mal. Vous entendez? Bonjour. On vous entend. Donc, Sophie Boyer, je suis aux ressources humaines pour le groupe de la CPPR, la coopérative des producteurs de porc de La Réunion. D'accord. D'accord. Donc Audrey Bonato, je suis la responsable juridique et sociale au niveau du MEDEF Réunion.
Et Tom Petitmont, qui est juste là, chargé de mission sociale de 9 réunions. voilà, et donc on a notre délégué général qui est arrivé. Olivier Bach va avoir un peu de retard. Du coup, vous pouvez prendre. On va commencer il est 17h35, on va commencer à 17h40. Si ça va pour tout le monde. OK. Et pas de souci. Ok. Ok. Vous avez eu le temps d'introduire le sujet, c'est bon? Oui, tout le monde s'est présenté, tout le monde a fait le tour de table. Bon, ben, je connais tout le monde ou pas, mais si je ne connais pas tout le monde, je vous propose qu'on fasse un petit point d'actualité. C'est l'atelier social du jour. Alors, l'actualité sociale en ce moment, elle est un peu particulière parce que on se situe à la croisée des chemins. Je ne vous refais pas le dessin du schéma électoral de l'année. On a un président de la République, on a un gouvernement conduit par une première ministre, hein, avec la perspective des élections législatives bientôt. Et avec cette perspective, pas mal de questions qui se posent, puisque selon comment la suite se câblera, on saura dans quelle direction on va. Donc, bien évidemment, moi, l'actualité que je vais vous présenter, elle est calée sur l'idée que la représentation au Parlement sera à l'image, pleine ou pas, hein, mais du président de la République, et qu'il aura donc la majorité qu'il lui faut pour pouvoir conduire les réformes qu'il annonce. En revanche, si les choses tournent différemment et que notamment on bascule dans une cohabitation, c'est pas exclu, hein, parce qu'on en a déjà vécu en France, là, ce que sera l'avenir social, on a du mal à se l'imaginer. On verra en fonction de ce qui se passera. Retenir également que dans l'actualité sociale, on est dans une année électorale, comme je le disais, et les années électorales, forcément, l'actualité, elle est beaucoup plus calme. C'est un principe. Hein. Les gouvernants en place pour se garantir une bonne suite, se mettent en général en mode pause et nous proposent soit de la réformette, des petits points, soit rien du tout. C'est un peu ce qu'on a vécu. Donc c'est vrai que depuis le début de l'année, on a plutôt vu un ralentissement des sujets sociaux en actualité. Et ralentissement ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas comment elles ressortent en visio. On les entend directement. Ça se passe comment? Okay. Mais vous pouvez. Vous nous entendez bien? Oui, merci. Vous entendez bien? Parfait. Ouais, super. Parfait. Bon, n'hésitez pas hein, quand vous avez des questions. Alors en revanche, si j'appuie sur le bouton, ça ne marche toujours pas. Donc il faut se remettre. Je sais pas, il y a un truc. Voilà. Non? Non. Vas-y. Ouais, voilà. Super. Alors, actualité légale et réglementaire, jurisprudence pour suivre. On a combien de temps? C'est juste que je calme mon. Dites-moi. Normalement, 45 minutes. 45 minutes? Bon, on va le faire. C'est-dire que je termine, je regarde 15 minutes de questions-réponses. 18h30, c'est ça? Ouais. Fin? OK. Et puis, comme ça, on a 15 minutes de questions-réponses. Et puis, le cocktail a été annulé, vu que, voilà. Donc, nous ne boirons pas, nous ne mangerons pas. Mais on peut, Oh ben non. Ah ben non, on est là. Bon, alors, je vais le faire en 45 minutes, sachant que vous aurez le support, hein, bien évidemment. On ne voit pas la présentation. Ah ben là, je ne peux rien faire. Il faut partager l'écran, normalement, ça devrait marcher si le service... Bon, c'est bon. C'est bon ou pas? C'est bon. Vous voyez quelque chose? Il y a écrit boss, normalement. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, on le voit. Merci. Alors, pour commencer, un tout petit point paye plus général, et je voudrais bien que vous me rendiez, parce que ça ne marche toujours pas. Le BOSS, vous le connaissez, c'est le bulletin officiel de la sécurité sociale, et c'est aujourd'hui ce BOSS qui dicte la conformité de vos paies. En fait, le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, c'est l'équivalent du BOFIP, ceux qui font aussi de la fiscalité. C'est donc la doctrine de l'administration
Et la doctrine de l'administration en matière sociale, c'est ce qui va guider, bien évidemment, le contrôleur URSSAF CGSS qui viendra vous voir. Donc, en fait, on surveille depuis que ce BOSS est né, son contenu, et on fait en sorte de faire une vraie veille très active sur les dispositions qui l'intègrent. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ce qui va figurer dans le BOSS demain, ce sera la Bible du contrôleur qui viendra vous rendre visite. Du côté du BOSS, on a un tout petit point, alors c'est de la paye pure, mais un tout petit point important sur la réduction de cotisation salariale sur les heures supplémentaires. Vous savez qu'aujourd'hui, les heures sup sont désocialisées pour à peu près la moitié de leur poids sur le bulletin de paie. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir ce qu'on doit prendre en compte comme type de cotisation pour calculer le taux de cotisation éligible à l'abattement. Et en fait, ce qui est nouveau, là, précisé depuis le 1er février 2022, c'est que la cotisation APEC, qui n'est pas considérée plutôt par le BOSS comme une cotisation d'assurance vieillesse, la cotisation APEC ne sera pas prise en compte, n'est plus prise en compte dans le calcul de votre réduction. Donc attention, parce que la cotisation APEC, elle pèse un petit poids. Au-delà de la cotisation APEC, le BOSS exclut également, mais là c'est moins étonnant, la contribution exceptionnelle temporaire, la fameuse CET, qui concerne le calcul de l'exo attaché aux heures supplémentaires. Donc là, c'est un petit point de vigilance, c'est juste vérifier que le logiciel de paie soit bien paramétré pour vous assurer que cette cotisation APEC est bien exclue du calcul de votre réduction. Autre point du BOSS important en actu, concernant les frais professionnels, avec, pour les entreprises qui pratiquent ce qu'on appelle la déduction forfaitaire spécifique, des spécificités qui ont été apportées. Donc, si vous faites de la DFS, frais professionnels, attention, le BOSS a apporté quelques points nouveaux et notamment intégrer le fait que vos salariés devront présenter sur justificatif la preuve de ce qu'ils engagent des frais réellement, pour pouvoir continuer à bénéficier de cette déduction forfaitaire spécifique. Du côté de la mobilité professionnelle, on a également un point nouveau. Je sais que dans les DOM, la mobilité, c'est forcément un point important. Le BOSS précise qu'on peut appliquer une prime de rideau en franchise de charge dès lors que l'embauche du salarié génère un changement de résidence qui ne relève pas d'une convenance personnelle. C'est à cette condition, désormais, que le BOSS précise que la prime en question sera non assujettie à charge. Avec une précision d'importance, le cas de la prime de rideau en bas de bulletin ne pourra jamais concerner désormais une embauche qui nécessite une mobilité à l'international. Donc, si vous travaillez avec Maurice, avec Madagascar, dès lors qu'on sortira des frontières de la France, la prime de rideau que vous distribueriez, prime de déménagement, ne pourrait pas être en bas de bulletin. Autre point très important sur les indemnités kilométriques, il semble désormais qu'on puisse, sans trop de crainte, rembourser ses salariés pour le trajet domicile-lieu de travail, sous la réserve qu'il n'y ait pas de dispositif de transport en commun qui permette de pouvoir se transporter dans des conditions qui soient acceptables. Et je sais qu'à La Réunion, le sujet des transports en commun reste toujours un sujet complexe. Le BOSS vient préciser que les indemnités kilométriques versées pour le trajet domicile-lieu de travail sont octroyées dans les mêmes conditions que celles utilisées pour le véhicule personnel, dès lors qu'il est utilisé à des fins professionnelles. Ce qui semble signifier qu'on pourrait beaucoup plus sereinement verser des indemnités kilométriques, pas de bulletin, à ses salariés pour rembourser les frais de transport domicile-lieu de travail. C'est un vrai sujet, transport, aujourd'hui, compte tenu en plus du coût des carburants. On a, et notamment dans les NAO, de vrais sujets de discussion sur la prise en charge des frais de transport. Donc ça, c'est un nouveau point avec le versement d'ICA potentiel pour le trajet domicile-lieu de travail. Autre point du BOSS très important, la nouvelle rubrique protection sociale complémentaire qui a été ouverte. Vous savez que le BOSS est divisé en multiples chapitres et on vient d'y ajouter, alors
c'est l'administration, pas moi, d'éditer un nouveau chapitre sur tout ce qui ressort de la protection sociale complémentaire et donc tout ce qui ressort de nos mutuelles, de nos dispositifs de prévoyance lourde également, avec là, pour le coup, de vrais enjeux pour l'entreprise parce qu'on sait que tout ce qui touche aux frais de santé et à la prévoyance lourde, en cas de contrôle URSSAF, c'est un vrai sujet très sensible, avec notamment de nombreuses règles très complexes sur la mise en œuvre des dispositifs, la façon dont on les formalise. Je pense aux décisions unilatérales, je pense au contenu des décisions unilatérales et à tout ce qui tourne autour. Donc attention là-dessus aussi, de vous assurer que vos dispositifs de prévoyance en protection sociale complémentaire, sont en phase avec le contenu du BOSS. Dernier petit point, alors, plus pour la forme, les heures supplémentaires structurelles, celles qui ressortent soit de conventions de forfait, soit d'une durée annuelle, par exemple, une annualisation du temps de travail, n'ouvrent plus droit à la déduction forfaitaire de cotisation patronale. C'est un vrai point paye, mais ça mérite d'être souligné depuis le 11 mars 2022. Du côté de la CSG et de la CRDS, nouvelle modalité de calcul du dommage-intérêt. Le BOSS simplifie la règle et indique depuis le 1er janvier, si vous avez malheureusement des condamnations prud'homales, ça peut arriver, que la CSG et la CRDS sont, je vous le rappelle, des taxes que les salariés payent. Les CRDS ne pèsent pas sur l'entreprise. Le BOSS simplifie la règle en indiquant que l'indemnité qui est octroyée par le juge en cas de licenciement abusif sera exonérée de CSG et de CRDS dans la limite de 2 plafonds annuels de sécurité sociale. Alors, 2 plafonds annuels de sécurité sociale, aujourd'hui, c'est à peu près 82 000 €. Donc, exo de CSG et de CRDS dans cette limite-là. Alors, attention, particularité, n'oubliez pas de bien faire masse de l'indemnité de licenciement que vous avez versée, c'est-à-dire l'indemnité qui a été octroyée au moment du licenciement au titre de la loi ou de la convention collective, et de faire masse de cette indemnité avec l'indemnisation du juge pour apprécier le fameux plafond des deux passes, pour savoir si vous êtes ou pas dans l'obligation d'assujettir à CSG-CRDS l'indemnité prud'homale qui a été versée. Deuxième point que je vois avec vous, qui est la mise en mouvement de la fameuse loi santé au travail, dont vous avez forcément entendu parler, puisque c'est une grosse loi du 2 août 2021. On a dans la loi santé au travail une grosse actualité sociale sur les visites médicales. Vous en avez peut-être entendu parler depuis le 31 mars 2022, avec une grosse refonte en fait du droit des visites médicales. Je ne sais pas si vos services de santé au travail à La Réunion, puisque je crois qu'il y en a 2, Sandrine, c'est sous ton contrôle. C'est ça. Est-ce que vous avez été sensibilisé par les apports de cette nouvelle loi? Parce que ça peut venir d'eux aussi. Alors, toutes les visites, pré-reprises, reprises, ont été modifiées. La première chose sur la visite de pré-reprise, dont je vous rappelle qu'elle n'est pas obligatoire, elle est facultative, mais qu'elle peut être organisée dès qu'un arrêt de travail dure au moins 30 jours, cette visite médicale de pré-reprise, soit dans un arrêt d'origine professionnelle ou non professionnelle, pas de distinction entre les deux, jusqu'à présent pouvait être déployée à l'initiative du salarié, à l'initiative du médecin traitant du salarié ou à l'initiative des services médicaux de la CGSS, médecin conseil. Désormais, et c'est nouveau, le médecin du travail a la possibilité également de la solliciter, cette visite de pré-reprise. Et ça, c'est un enjeu, à mon sens, important, parce que le fait d'avoir la main sur le médecin du travail, pour nous, puisque le médecin du travail, c'est notre interlocuteur dans l'entreprise, pour l'entreprise au sein du SST, si on a un sujet sur un salarié qui, par exemple, se trouve en situation d'arrêt de longue durée, dont on sait que peut-être sa situation va conduire au moment où arrivera la visite de reprise, peut-être à une situation d'inaptitude, on peut peut-être anticiper la visite de pré-reprise. Comme j'ai la possibilité, en tout cas que le médecin du travail a la possibilité de la demander, mais je vais actionner le médecin du travail en lui disant « Docteur, j'ai un sujet avec Madame X ou Monsieur Y qui est en arrêt depuis un petit moment. J'envisage peut-être pour lui ou pour elle un aménagement de poste, ou peut-être même vous pouvez imaginer que l'inaptitude est un sujet, et donc anticiper avec le médecin
la reprise par une visite de pré-reprise qui est désormais à la disposition du médecin du travail. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Oui, parce que jusqu'à présent, en fait, tant que le Pouvait pas. salarié n'avait pas repris, il ne se passait Non, rien. il pouvait demander le salarié une visite de pré-reprise, lui. Le médecin conseil de la Sécu pouvait aussi la demander. Dans les faits, c'était rarement pratiqué. La grande nouveauté, c'est l'ouverture de la visite de pré-reprise au médecin du travail. Là, on a un accès, nous, beaucoup plus facile au dispositif, puisque par le prisme du médecin du travail, dont je vous rappelle qu'il facture des visites, il sera peut-être content d'avoir, ou pas, vu la charge des médecins, je ne suis pas certain que ce soit la solution, mais bon, ça, j'en sais rien, que le médecin du travail puisse aller sur cette visite médicale de pré-reprise. Voilà. Du côté de la visite de reprise, petit changement au niveau des délais. Dès lors que l'arrêt est d'origine non professionnelle, la visite de reprise, celle qui s'incarne au moment où le salarié ne transmet plus d'arrêt, je vous le rappelle, pour qu'une visite de reprise puisse se déclencher, il faut que le salarié arrête de s'arrêter. Si je traduis, c'est comme ça. 60 jours d'arrêt pour les maladies ou accidents de droit commun. Et si l'arrêt est d'origine professionnelle, en cas d'accident du travail, la nouvelle règle, c'est obligation de la visite médicale de reprise dès 30 jours d'arrêt et sans délai minimum dès lors que l'arrêt s'inscrit dans le cadre d'une maladie professionnelle. Okay. Nouvelle disposition également, le rendez-vous de liaison. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, alors je m'adresse à celles et ceux qui sont autour de moi à cette table. Ça vous parle le rendez-vous de liaison? Vous en avez entendu parler? Vous l'avez déjà testé? Non, pas encore. Non? Alors c'est quoi pour vous le rendez-vous de liaison? Question. C'est ce que j'ai vu dans la nouvelle loi, c'est une visite qui est possible en relation entre l'employeur, le salarié et le médecin du travail pour éventuellement discuter de l'avenir. C'est ça. Voilà, de l'activité. Discutons entre gens intelligents. Voilà, alors en fait, le rendez-vous de liaison, alors le médecin du travail n'y est pas en fait. Le rendez-vous de liaison, c'est enfin, merci, la loi évolue là-dessus, l'autorisation qu'on nous donne de contacter nos salariés pendant qu'ils sont en arrêt pour lui dire, bon, où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Sans qu'on ne craigne, parce que souvent on me disait, mais maître, vous me appelez mon salarié, mais on me dit souvent, est-ce que ça ne va pas être assimilé à du harcèlement ou de la pression? Souvent, et je disais toujours, mais en fait, le fait de discuter avec son salarié pendant un arrêt de travail n'est pas interdit par la loi. Alors certes, la loi ne dit pas qu'on peut le faire, mais ce n'est pas interdit. Ce que la loi n'interdit pas, bon, comme la loi est parfois pédagogique, elle nous dit aujourd'hui, non seulement ce n'est pas interdit, mais vous pouvez le faire. Vous avez le droit d'appeler un collaborateur en arrêt pour lui dire où en es-tu, quelles sont tes perspectives, est-ce qu'on peut envisager quelque chose, sous quel délai? Alors bien évidemment, il faut que le salarié veuille bien vous répondre. S'il ne veut pas vous répondre, il n'y aura pas de sujet. En revanche, quelqu'un qui voudra bien entrer en communication avec vous pendant son arrêt de travail, ce rendez-vous de liaison, c'est la possibilité d'enfin légaliser, de contacter un salarié pendant un arrêt pour imaginer ensemble les perspectives qui vont s'offrir à nous. C'est important ça, parce que j'ai vraiment très souvent entendu qu'est-ce qu'on va faire en fait, comment je fais, est-ce que vous pensez que je peux appeler mon salarié? Moi j'ai toujours dit, mais je suis très détendu avec ça. Bien évidemment, à l'occasion de la conversation, pas de pression inutile, il faut parler aux gens de la façon dont vous savez qu'il faut le faire dans le cadre d'un arrêt maladie. On n'est pas dans des relations de travail, on n'est pas dans un lien de subordination à ce moment-là, on est bien d'accord. En revanche, échanger entre gens intelligents sur des perspectives, peut-être sur une visite de pré-reprise, par exemple, en disant j'envisage de voir éventuellement que la médecine travaille une visite de pré-reprise, qu'en penses-tu? Est-ce qu'on pourrait faire ça sous un mois, sous 2 mois? Voilà ce qu'apporte le rendez-vous de liaison. Ça, c'est hyper intéressant, sachant que c'est applicable depuis le 31 mars 2022. Donc là-dessus, même chose, détendez-vous. La loi vous donne cette faculté de pouvoir y aller. Enfin, alors une nouvelle visite pour les salariés qui sont dans vos murs sous suivi médical renforcé, SMR. Si vous en avez, la loi santé au travail crée une nouvelle visite, qui est la visite post-exposition. Si l'exposition s'arrête, pour une raison X ou Y,
mobilité professionnelle. Alors, il faudra organiser cette visite auprès du médecin du travail qui va avoir pour objet de faire le point sur la situation physiologique du salarié après l'exposition à certains facteurs de risque particuliers qui ont justifié la surveillance médicale renforcée. Et le médecin du travail, à cette occasion, pourra décider également de ce qu'on appelle un suivi post-exposition, c'est-à-dire pas seulement cette visite, mais d'autres visites qui suivraient, parce que peut-être pour ce salarié qui a été en surveillance médicale renforcée, qui a subi cette visite post-exposition, il y aurait un sujet à suivre après la visite post-exposition. Et ça, c'est de la décision du médecin du travail. Okay, donc là-dessus aussi, je vous invite à vous rapprocher vers vos SST, SPST d'ailleurs, puisque aujourd'hui ce sont les services de prévention et de santé au travail, pas simplement de santé. On a rajouté un petit P du fait de la loi santé au travail et de cette nouvelle mission qui est conduite conjointement par les médecins du travail et par vous, qui est celle de la prévention de la désinsertion professionnelle, une grande mission qui est dévolue depuis la loi santé au travail. Je vois que Sandrine hoche de la tête. La désinsertion. Non, mais parce que, alors la désinsertion, pour l'instant, le sujet des services de santé au travail, au-delà de cette réforme, c'est surtout la gouvernance. Pour l'instant, ils sont dans les changements de gouvernance jusqu'au cou, puisqu'ils introduisent la gouvernance paritaire. Ce n'était pas le cas avec une présidence patronale, mais maintenant paritaire, et une représentation au niveau paritaire de l'ensemble des organisations interpro, quel que soit le service de santé. Donc, il y a le fond de la réforme, et puis il y a la forme que ça prend, dont on est en train de sortir. Ok. Bon, alors ce que je vois, ce qui me revient, c'est que les services de santé au travail, donc ce qu'on appelle l'équipe pluridisciplinaire dans les SST, ne sont pas encore très au fait de tout ça, là, de tout ce que j'explique. Oui, mais c'est important, ce sont des outils à la disposition des entreprises. C'est important, et notamment la pré-reprise et le rendez-vous de liaison. Là, il y a vraiment des sujets dont il faut que ces équipes pluridisciplinaires se saisissent. Voilà, donc j'invite le MEDEF à faire circuler ces informations auprès des deux services de santé au travail de l'île de la Réunion. Dernière visite nouvelle, alors ce qu'on appelle la visite de mi-carrière, ça va faire rêver les 45 ans et plus. En fait, cette visite de mi-carrière, c'est une visite qui est organisée obligatoire dès lors que vous êtes âgé de 45 ans, année civile des 45 ans. À partir de la réforme. Pas pour tous ceux Pardon ? Pas pour tous ceux qui ont passé les 45. Alors, pour tous ceux qui ont passé les 45, on peut le faire, spéculatif. Mais disons que ceux qui vont les atteindre sont dedans. Cette visite, c'est de faire un état des lieux entre l'état de santé du salarié et son poste de travail à cet âge particulier, avec à l'issue de l'examen, le médecin qui pourrait proposer des aménagements de poste, des aménagements d'horaire, toutes les préconisations qui sont dans le champ de compétences du médecin, pour vous permettre de vous économiser pour la deuxième partie de votre carrière, puisque l'idée, c'est de se dire, si j'en ai fait la moitié, il m'en reste encore la moitié. Donc, vous voyez, avec la réforme des retraites, ça vous emmène à 66, 67 ans, la petite histoire, globalement. Si on regarde froidement les choses, elle s'appelle mi-carrière. Donc, à 45 ans aujourd'hui, dans l'esprit de la loi, vous êtes au milieu. J'ai introduit la mi-carrière. Voilà. Ça vous donne une direction sur ce qui va se passer dans quelques semaines, dont nous allons parler très rapidement. Elle est à l'initiative de qui ? Pardon ? Alors, à l'initiative de l'entreprise, bien sûr. Alors, les SST pourront peut-être éventuellement vous donner… pourquoi ça avance tout seul ? J'ai rien demandé, moi. Je ne sais pas, il se passe un truc. Je voudrais me remettre sur mon truc et ça avance. Là, c'est vous qui touchez quelque chose, Tom ? Non. Ok, non, à l'initiative de l'entreprise, pour le moment. Alors, bien évidemment, je pense que les services de santé étant débordés, ils ne vont pas se ruer sur vous pour exiger que vous fassiez passer ces visites. En revanche, ce que je peux voir, moi, en tant qu'avocat, c'est que si vous ne le faites pas, un salarié, un jour, pourrait vous reprocher de ne pas l'avoir fait. Il ne faut jamais oublier que quand une obligation naît dans la loi et qu'elle a une destination auprès d'un salarié, elle a un enjeu, un sujet. Le sujet, c'est garantir l'employabilité jusqu'au départ à la retraite. Et un salarié pour qui vous n'organiseriez pas cette visite pourrait un jour vous dire « Ah ma visite de mi-carrière n'a pas eu lieu. Si elle avait eu lieu, on aurait peut-être pu décider différemment de ce qu'aurait été mon avenir dans l'entreprise. » Bref, on a parfois des avocats qui ont une imagination très débordante pour trouver des chefs de préjudice.
Donc attention, au-delà de ça, bien évidemment, si la loi vous y oblige, il faudra trouver un moment pour le faire. Voilà. Du côté de vos élus au CSE, un tout petit point également avec l'extension de l'obligation de formation pour les élus au CSE. L'obligation de formation, vous savez, dans un CSE, il existe une formation santé-sécurité pour ces élus. Cette formation, désormais, quelle que soit la taille de l'entreprise, devra être délivrée dans un format d'au moins 5 jours pour tout le monde, dès lors qu'on est dans le premier mandat. Et si vos élus retournent dans un mandat après un second cycle électoral, cette fois-ci, la formation ne durera plus que 3 jours. Donc, élection numéro 1, 5 jours. Élection numéro 2, le cas échéant, 3 jours, sauf si vos collaborateurs sont dans ce qu'on appelle la commission santé, sécurité et conditions de travail pour toutes les structures d'au moins 300 salariés. Là, même en cas de réélection, on sera également sur un item de 5 jours. Je précise que pour les plus modestes d'entre vous, les entreprises de moins de 50 salariés, cette formation peut être prise en charge par votre OPCO. Donc, n'oubliez pas, parce que ça coûte cher, maintien des rémunérations, paiement des frais pédagogiques en totalité au choix, bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle, des représentants du personnel. Ce n'est pas vous qui avez la main sur l'organisme qui va délivrer la formation. Donc, frais pédagogiques et tous les frais annexes, tout ça pèse sur l'entreprise. Donc, quand vous avez moins de 50 salariés, vous savez que tout ce qui ressort de la formation professionnelle peut être pris en charge par votre OPCO. N'hésitez pas à les solliciter. J'essaye désespérément de tomber sur la bonne diapositive. Vous voyez, je ne fais rien, j'appuie une fois. Clac. OK, une fois. Égalité professionnelle, loi Rixin, ça vous parle peut-être. Vous avez publié votre index égalité pro en mars. Non, mais on a fait un flash sur la loi Rixin. OK, donc Audrey a fait un flash et donc Audrey a dû vous rappeler que vous aviez cette fois-ci, pour cette année, pour cet opus de l'index, l'obligation de publier non seulement votre note, mais aussi tous les éléments qui ont participé au calcul des 4 ou 5 critères. Vous vous rappelez de ça? Vous n'avez pas publié que votre note cette année, vous avez publié aussi la notation de chacun des critères qui vous conduit à la note. Alors, sous réserve, bien évidemment, de pouvoir calculer l'index, puisque vous savez que dans certaines situations, l'index peut être incalculable. Trop d'hommes, trop de femmes, il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas calculer. Donc, au-delà du fait qu'il faille aujourd'hui publier la totalité des éléments qui vous conduisent à la note, il y a un deuxième axe qui doit être également publié. Alors, c'est toujours un sujet. Publier, ça veut dire quoi, publier? Vous savez ce que ça veut dire, publier l'index, d'ailleurs? J'allais poser la question. C'est sur le site internet. Vas-y. Généralement, on doit le publier sur le site internet et également l'envoyer à la DETS, oui, par le prisme de la plateforme Téléaccord. C'est ça. Publier sur le site internet, ça veut dire que si je vais sur le site internet de votre entreprise ou sur le site internet de la vôtre, je vais trouver en bonne place l'information sur voilà notre note au titre de l'index égalité professionnelle et voilà comment on arrive à cette note-là, selon 4 ou 5 critères. Donc, c'est très important. Cette publicité, elle est ouverte au monde entier, en fait. C'est une obligation depuis que l'index a été créé. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est de devoir publier la globalité des critères qui permettent de calculer l'index. Et ce qui est nouveau également, c'est que si vous êtes un mauvais élève, c'est-à-dire moins de 75 points ou entre 75 et 85, de devoir publier, au-delà du fait de les avoir adoptés, vos mesures correctrices qui vous permettent, dans les 3 ans qui viennent, de pouvoir devenir un bon élève, sous peine de la fameuse pénalité amende de 1% de la masse salariale. Je vous rappelle qu'il y a quand même ça au bout du bout. Et ce seuil entre 75 et 85, en deçà duquel les entreprises, vos entreprises, auront l'obligation de se fixer des objectifs de progression sur les indicateurs pour lesquels elles n'ont pas la note maximale et de les publier. Moi, mon enjeu, c'est la publication, en fait, dans tout ça. Peut-être que tu précises le nombre de salariés parce que je pense que tout le monde… Oui, alors, au moins 50 salariés, pardon. D'accord. Ça vous détend? Oui, c'est pas mal. Détendez-vous. J'ai senti tout le monde prendre des notes. Ouais, j'ai oublié de le préciser. Donc, vous oubliez tout ce que je viens de vous dire. En revanche, si vous avez au moins 50 salariés, ça devient un vrai sujet. Excusez-moi. Merci. Je ne vous voyais pas lire. Tout le monde aime bien, c'était pour être sûr. Quand même.
Ça détend tout de suite l'atmosphère. Alors, du côté d'Emmanuel Macron et des réformes qui nous arrivent, sous réserve de ce que je vous disais le mois prochain, sous réserve peut-être d'informations que le MEDEF, en la personne de Sandrine Dunant-Roux, aurait et que nous n'aurions pas, après un petit passage à Paris, les réformes qui s'annoncent. On a un nouveau ministre du Travail. Hein. Je n'ai pas encore rencontré. Alors, on a un nouveau ministre du Travail qui était le ministre délégué au compte public, plus précisément, et qui a conduit la réforme, la dernière réforme des fonctionnaires. Ça fait rêver. Ministre du Travail. Donc, on va voir comment, ex-parti socialiste, hein, Olivier Dussopt, je précise, ce qui est le cas également d'Elisabeth Borne. Hein. Donc, on a vraiment aujourd'hui un gouvernement qui incarne ce que voulait probablement le président de la République. Bref, on va voir comment ça va vivre. Alors, moi, ce que je vois arriver très vite, là, c'est une loi de finances rectificative avec toutes les mesures pouvoir d'achat. La prime exceptionnelle, alors qui n'est plus exceptionnelle, de pouvoir d'achat. La loi pouvoir d'achat, ce sera la rectificative du PLF. Direct. Première loi de la mandature. Et celle-là, on l'aura, à mon avis, ça sort tout de suite. Juillet. Voilà, clairement. Donc, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat jusqu'à 6 000 € si vous avez un accord d'intéressement. On aura également l'instauration de ce fameux dividende salarié, qui est une formidable idée de Thibault Langsade, que connaît bien Sandrine Dunant-Roux. Le dividende salarié, c'est l'idée de se dire, si les actionnaires prennent des dividendes, alors il faut que les salariés puissent en prendre aussi. Obligatoire. Dividende d'un côté égale redistribution de la richesse de l'autre. Donc, à voir comment ça va se transformer. Est-ce que ça concerne surtout? Quelle taille d'entreprise? Je pense, la volonté, c'est tout le tissu. Hein. Pour l'instant, en tout cas, la volonté de Bruno Le Maire, dans le communiqué de presse, c'est pas de réserver ça aux plus grosses. Hein. C'est tout le monde. On va voir, je ne sais pas. Hein. Pour l'instant, c'est juste, ce ne sont que des annonces. L'annonce a été faite en Conseil des ministres le 11 mai 2022. Peut-être que les futures élections, tout ça, vont changer la donne, je ne sais pas. Hein. Ce ne sont que des annonces. En revanche, ça revient très régulièrement et ça ne revient pas que pour les grandes entreprises, je le précise. Là, le seuil de 50, par exemple, à mon avis, faudra s'en méfier. Pas certain. Le gouvernement a montré qu'il s'attaquait aux petites entreprises avec la participation, l'intéressement, etc. On est dans cette mouvance, voilà. Oui, mais tu as des gérants salariés qui ne se versent quasi pas de salaire et qui misent tout sur les dividendes. Donc, ça, c'est... Donc, il faudra voir comment tout ça va vivre. Je n'ai pas le détail, mais juste attention à cette mesure quand même parce qu'il y a un enjeu, voilà, qui est un enjeu d'actionnariat. En fait, c'est ça mon sujet. Oui, je t'en parle, je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, après, on veut le plein emploi à l'horizon 2027, 5% de chômeurs. On est à 7,3%, donc il y a un peu de travail, mais on n'est pas mauvais quand même. Donc ça, c'est le travail d'Olivier Dussopt, avec la création de France Travail, qui sera la fusion de Pôle emploi avec plein de petites autres choses qui tournent autour. Ça fait rêver Sandrine aussi. On aura probablement une version 2 de la réforme du droit du travail, vous savez, le dialogue social, le CSE, les ordonnances Macron qu'on a vécues en 2017, il est probable que dans le quinquennat qui arrive, on ait une version 2. Parce qu'il a dit qu'il n'était pas arrivé de ce qu'il voulait faire. Tu as trouvé sur que je t'ai envoyé de l'Assemblée permanente sur le paritarisme. Merci. Il y a un certain nombre d'évolutions et de... Voilà. Alors, il y aura une grande conférence sociale probablement à la rentrée pour les syndicats. Donc là-dessus, vous serez informés et vous en saurez plus que nous bien plus vite. C'est vraiment pas... Et puis pour le coup, c'est fait en concertation avec les syndicats, ça. On verra. Et puis à la retraite. Alors ça, la retraite, c'est le gros sujet. Le premier gros sujet est probablement sur la table dès cet été, cet hiver, selon de quel côté de la planète on se trouve. Au mois de juillet-août, on aura le début de l'histoire et probablement des discussions parlementaires dès le mois de septembre. Donc là, de gros enjeux de société, de gros enjeux sociaux à venir. Donc à suivre, hein, avec, vous l'avez entendu, un âge légal qui serait entre 64 et 65 ans, une fusion des grands régimes dans un régime unique, des grands régimes, pas de tous les régimes, je précise, et puis cette retraite à 1 100 € pour tout le monde en plancher, et ça c'est plutôt une idée assez sociale. À voir comment tout ça va vivre dans les prochaines semaines, on s'en reparlera probablement à la rentrée. Vous avez revu la revalorisation du SMIC au 1er mai. Bon, bah voilà, l'inflation. Alors, je ne vous cache pas qu'il est probable qu'on y retourne très vite. Et peut-être même, alors sous le contrôle du MEDEF, vous avez peut-être plus d'informations que moi, mais moi j'entends que du côté de l'INSEE, ça continue à flamber et que peut-être on aurait une nouvelle augmentation du SMIC au 1er juillet.
ce qui signifierait qu'on aurait eu 2 points d'inflation entre le 15 avril et le 30 juin. Alors ça, c'est sous réserve qu'on n'ait pas réussi à contenir. En toute hypothèse, si ce n'est pas au 1er juillet, attendez-vous à ce que ça recommence au plus tard au 1er octobre. On aura au moins encore une augmentation du SMIC avant la fin de l'année, au moins une. Et donc forcément, tous vos enjeux autres, et notamment les enjeux de branche, les enjeux aussi de vos négociations annuelles sur les salaires dans vos entreprises sont très liés à ça. Si le SMIC augmente, vous avez une pression forte de la base pour que les salaires augmentent. On sait aussi que quand les salaires augmentent, ça nourrit l'inflation. Bref, c'est un espèce de cercle vicieux. Je ne veux pas faire l'économiste, mais je ne suis pas très optimiste si la courbe qu'on a en face de nous ne se casse pas assez rapidement. Ce n'est pas très engageant pour le moment. Voilà. Donc, attendez-vous à ce que ça continue. Si vous payez vos salariés au SMIC, il faudra vous aligner. Si vous ne les payez pas au SMIC, il faut vous attendre à ce que vos salariés fassent, par le prisme de leurs représentants au syndicat, des demandes assez puissantes et assez poussées. Et assez virulentes. Probablement. Rien à voir, mais tout petit point quand même. Vous savez qu'on est passé dans le monde de la CGSS pour le financement de la formation professionnelle depuis le 1er janvier, que les OPCO ne collectent plus l'argent, et que donc il a fallu basculer depuis l'OPCO vers la CGSS. Et que cette année, en fait, il manquait un tout petit bout du financement de l'apprentissage sur ce qu'on appelle la fraction solde, cette fraction que vous distribuez au titre de l'apprentissage. En fait, cette année, on a une fraction de 0,09 qui a été calculée sur les rémunérations de 2021, qui n'est pas intégrée dans ce que vous avez versé à la CGSS. Ne me demandez pas pourquoi, c'est l'effet de la réforme, c'est l'effet de l'année 1 de la réforme. Et à titre exceptionnel cette année, il faut vous en libérer directement auprès de vos CFA, auprès de vos écoles, des universités, vers qui vous distribuez votre fraction, la fameuse fraction de 13%. Entreprendre pour apprendre. Voilà. Et nous, c'est Entreprendre pour apprendre cette année. Et l'ADRE. Et l'ADRE. Voilà. Directement entre leurs mains pour cette petite valeur 0,09 avant, alors je le précise, nous sommes le 24 mai, donc il vous reste encore 7 jours avant le 31 mai, en fait, au plus tard le 31 mai 2021, puisque ces dépenses sont à réaliser en dépenses libératoires, je le précise, avant le 1er juin 2022. Donc, si vous ne l'avez pas fait, dépêchez-vous. Sur quoi? C'est calculé sur quoi? Sur la masse salariale 2021, les salaires 2021, assujettis à la taxe d'apprentissage. Voilà. C'est vraiment. Alors, normalement, vous avez dû être sensibilisé par expert comptable. Ouais, ou les OPCO même. Hein. Non, vous n'avez pas eu cette information? Par le MEDEF? Oui, nous, on a envoyé un mail en disant que, Entreprendre pour apprendre ou l'ADRE. Et du coup, dans les actualités, vu que tu parlais de l'apprentissage, il y a eu des aides, annonce des aides, le décret n'est pas encore sorti, mais… qui serait pérennisé après le 30 juin. Oui. Ils veulent aller au-delà. Ça y est. C'est sûr? Ah oui, on a eu la note du MEDEF cet après-midi. Ah bah, je veux bien que tu me la transmettes. Donc ça, c'est important pour l'instant. L'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis ou de contrats pro qui vous permettait de toucher jusqu'à 8 000 € par an et par salarié, ou 5 000 € si c'était un salarié mineur. Pour l'instant, était en vigueur jusqu'au 30 juin, donc je la prends là avec vous. Hein. Merci Sandrine. Le 31 décembre. Serait en fait, il a un message chez RTL. Qui, Bruno Le Maire? Non, le nouveau Premier ministre du Travail. Jusqu'au fin de l'année, blablabla. Le nouveau ministre du Travail. Olivier Dussopt. Ok, je veux bien la note, Sandrine, si tu l'as, parce que ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, parce que tout le monde était un peu enfin pas inquiet, mais d'ailleurs stressé. C'est la note d'embaucher un apprenti, je me dis. C'est l'aide la plus efficace du gouvernement. Hein. Ah bah celle-là, oui, elle est clairement. On a milité pour qu'elle reste parce que c'est. Ça fait zéro charge quasiment, hein. Pas trop mal. Hein. Zéro charge. 1 000 € au niveau du Et puis c'est du donnant-donnant. Pardon? C'est un apprenti? Zéro charge. Merci Tom. Ah oui, mais c'est bien. Bah, c'est parfait. C'est grâce à votre quota. Tom. Magnifique. J'ai un sujet moins drôle. Entreprise d'au moins 50 salariés qui arrive. L'abondement correctif sur les entretiens professionnels. Alors, je sais que personne ne l'a fait, mais faut le faire. Non, mais
Il y a un sujet, un vrai sujet. Au plus tard, au 31 mars 2022, les entreprises doivent organiser des entretiens professionnels tous les 2 ans. Ça va, ça, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et un entretien bilan tous les 6 ans. Ça va, ça, jusque-là, on est bon? 1, 2, 3. Le problème, c'est que si vous ne l'avez pas fait et qu'il vous en manque un entretien, à l'issue des 6 ans, on constate qu'il en manque un et en fait, la loi vous oblige à faire ce qu'on appelle un abondement correctif, donc de verser de l'argent sur le CPF du collaborateur qui n'aura pas eu son entretien. Attention, l'abondement sanction n'est réservé qu'aux entreprises d'au moins 50 salariés, ce qui ne vous exonère pas à moins de 50 des entretiens, je précise, sauf que la sanction au bout n'existe pas. Alors, elle n'existe pas du côté de l'abondement correctif. Un jour, en revanche, salarié pourrait vous reprocher de ne pas avoir fait son entretien professionnel au prud'homme. Ça, c'est pas exclu que ça arrive. Attention, depuis le 31 mars, vous êtes censé avoir déjà versé, pour les salariés concernés, l'abondement correctif sur le CPF du salarié par le prisme de la Caisse des dépôts et des consignations. Et on a même le mode d'emploi, puisque on sait que ça passe par le site de la CDC. Donc, c'est très simple à faire. Alors, je précise que je n'ai pas vu grand monde se ruer sur l'amendement. Ce que je sais, en revanche, c'est que les dettes sont très au fait de la situation, que l'inspecteur du travail a la capacité de vous mettre en demeure de le faire, donc tout dépend aussi de vos relations avec votre inspecteur du travail, que les syndicats ont aussi la possibilité de vous chatouiller avec ça, en vous mettant la pression pour que vous le fassiez, parce qu'à défaut de le faire, ils ont aussi la possibilité, ces syndicats, de déclencher des actions collectives devant les tribunaux pour vous forcer à verser l'argent. Il y a quand même 3 000 € en jeu par salarié. Et je connais des entreprises qui ont un vrai gros sujet et qui en sont à ne pas verser, mais à provisionner le risque. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet. Voilà, je pose ça ici. On sait désormais où et comment verser l'abondement au titre du non-respect de l'obligation de réaliser des entretiens professionnels. Donc, à vous de voir, chacun voit midi à sa porte. Je précise en revanche, je le redis, que je n'ai pas vu grand monde pour le moment se plier à l'obligation. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Précise. Je ne sais pas quelle est la posture, si vous avez déjà entendu parler de ce truc, c'est important. Il y a vraiment des sujets, quand on regarde froidement les choses, il y a pas mal de boîtes qui sont concernées et qui sont... Pour les entretiens pro, on n'a pas trop on n'a pas trop de... Il n'y a pas non plus énormément de sujets. Moi, je l'ai plus sur la question sur les cadres, parce que là, les entreprises, elles le tiennent pour ne pas faire sauter les conventions de forfait. Oui, mais ça, c'est pas l'entretien professionnel. L'entretien qui garantit l'employabilité, oui, l'entretien bisannuel, l'entretien, il y a un lien avec la formation professionnelle, il y a pas mal de choses. Et quand même, aujourd'hui, on a cette... c'est vraiment un gros sujet. 3 000 € par salarié concerné. Et si on ne l'a pas fait... moi, j'ai faire une piqûre de rappel à nos adhérents. De toute façon, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Ce qui n'a pas été fait dans l'espace 2014-2020, 2021, les carottes sont cuites. Donc, à vous de voir maintenant si vous versez l'abondement correctif ou pas. En revanche, pour l'avenir, soyez hyper rigoureux sur la tenue de vos entretiens professionnels. Et je rappelle que ce n'est pas réservé aux entreprises d'au moins 50 salariés. Toutes les entreprises, dès lors que vous avez un salarié, vous êtes tenu de réaliser tous les 2 ans ce fameux entretien. Ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Enfin, on a déjà fait plusieurs flashs, notamment c'est le pôle formation qui a fait ça sur les entretiens. Là, il y a un enjeu parce que là, aujourd'hui, chaque salarié qui se trouve en situation de manque d'un entretien sur la période 2014-2020, et je te garantis, Audrey, qu'il y en a un petit nombre, oui, est susceptible de se voir verser 3 000 €, pas une paille, sur son CPF par l'entreprise. Donc, quand il y a de l'argent, il y a forcément derrière des enjeux pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Absolument. C'est obligatoire pour les moins de 50 salariés? Ah oui, l'entretien professionnel est obligatoire, quelle que soit la taille de l'entreprise. Dès lors que vous avez un salarié, d'accord, vous devez réaliser ces entretiens tous les 2 ans. C'est vraiment nécessaire. Alors après, si je ne le fais pas, quel est le risque? CPH, en fait, c'est un conseil des prud'hommes. Alors, un jour, si un salarié vous emmène au prud'homme, il vous dira « Ah, vous n'avez pas organisé mes entretiens, j'ai perdu une chance de pouvoir me réorienter. »
Si vous l'aviez fait, on aurait parlé de la formation, de ce que je voulais, de mes envies, de mon employabilité, c'est de ça. Et comme vous ne l'avez pas organisé, vous m'avez privé de cette chance, donc ça vaut 2 000 €. Boum. C'est ça, en fait, le sujet. 2 000, 3 000, 5 000, parfois certains sont gourmands. Éviter le licenciement pour insuffisance professionnelle. En plus, aussi, alors bien sûr, un salarié que vous allez licencier pour insuffisance professionnelle, moi je suis avocat, je vais aller vérifier que vous avez bien fait les entretiens professionnels. Parce que si vous ne les avez pas faits, je vais vous dire, alors non seulement vous considérez que monsieur ou madame n'est pas bon, mais en plus, du coup, vous n'avez même pas pensé qu'il était opportun d'organiser tous les 2 ans son entretien professionnel. Parce que peut-être que ça lui aurait permis d'être un peu meilleur quand même. Vous avez raison. C'est absolument, on est en plein dedans. Il y a plein de choses en fait derrière ça. Donc, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est aussi un point positif pour le salarié dans le… Oui, pour la formation, etc. Besoin en formation, on se projette non Gestion pas… prévisionnelle des compétences, etc. Licenciement pour motif économique, quand on parle de GPEC, on parle aussi de ça derrière, peut-être aussi un peu… Bon, bref. Non, ça ouvre des portes. Ça enferme aussi parfois. Bon, est-ce que vous avez vu que les arrêts de travail ont fusionné? C'est juste un point de… Alors, je ne les ai pas à l'écran, mais depuis 15 jours maintenant, c'est effectif. Tous les arrêts de travail, alors les arrêts de travail ont fusionné, ça veut dire quoi? Les formulaires, je précise quand même, on n'a pas, les règles restent distinctes. En revanche, on a un seul et même formulaire. Vous pourrez cliquer, quand Tom vous aura envoyé le support. Les petits pavés en bas de diapo sont cliquables en fait. Donc, il suffit de cliquer, vous allez arriver sur le site d'Amélie qui vous donne le Cerfa spécimen de consolidation de tous les arrêts. Donc, quand vous allez en recevoir, puisque vous en recevrez, soyez pas étonnés de voir que c'est plus exactement le même. En effet, toutes les problématiques liées aux arrêts ont été agrégées dans un seul et même formulaire. Voilà. C'est récent, ça fait je sais pas, une quinzaine de jours. Je ne sais pas si la CGSS vous en a informé, peut-être, vous avez eu l'info. Ouais, en direct. Voilà pour l'actu légale réglementaire vraiment du moment. Il est 18h26, donc j'ai encore plus de temps, donc c'est fini. Alors juste, c'est fini, c'est à quelle heure? J'ai un tout petit point de jurisprudence à faire. Alors ça va faire rêver Sandrine. Sandrine, le barème Macron a été validé définitivement par la Cour de cassation. Pas qu'on ne le sait pas, on le sait. Je vous le dis quand même. Moi qui suis avocat. En plus, Audrey, elle était… C'est le truc que j'attendais là. On attendait ça. Alors, entre nous, et pas de sujet à la réunion, vous aviez des magistrats parfaits. Si, il y en a qui ont résisté. Alors, la Cour d'appel, non. Non, parce qu'il y a des syndicats qui ont essayé de… Ouais, mais j'ai plaidé aujourd'hui devant M. Lacour et je garantis que lui, il n'est jamais sorti du barème. Il y a des avocats. Mais après, peut-être au niveau des prud'hommes. Alors oui, bien évidemment, au niveau des prud'hommes, tout est possible. Mais au moins, maintenant, au niveau des prud'hommes, on est sûr, au niveau des conseillers, qu'il n'y aura plus de problématiques au niveau des salariés. Alors, pour éclairer notre assemblée, quand même, de leur dire, parce que nous, on se parle entre connaisseurs, mais eux, vous savez ce que c'est le barème Macron? Non. Oui? Non? Non? C'est limiter les indemnités qui sont versées. Alors, limiter, encadré. sûr que ce soit limité, c'est encadré. Ouais. C'est de se dire, une entreprise, elle a aussi des épaules en fonction de ce qu'elle est, et que se dire qu'on verse 4 ans de salaire à un salarié quand son licenciement a été déclaré abusif, c'est juste pas tenable. Moi, j'ai vu en tant qu'avocat des clients en arriver à devoir déposer leur bilan parce qu'ils ne pouvaient pas supporter une condamnation prud'homale. Vous vous rendez compte? C'est juste. Donc, M. Macron est arrivé avec son barème. Alors, il est arrivé pour la première fois en 2015 avec son barème. Donc, c'est vieux. Quand il était ministre de l'économie, il était à Bercy. Et son barème, à l'époque, il a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Et il avait dit à l'époque, je me rappelle, je reviendrai. Bon, il est revenu. Président de la République, il le fait passer dans le cadre de la réforme du droit du travail avec ses ordonnances. Là, on a une levée de bouclier, mais quand je dis une levée de bouclier, c'est une armée qui s'est levée en face de ce barème, une armée d'avocats déjà, qui se trouvait comprimée dans ce sujet d'encadrement, qui dit, si vous êtes salarié, en fonction de votre ancienneté, vous pouvez prétendre entre 3 mois pour les toutes petites anciennetés et jusqu'à maximum 20 mois d'indemnisation pour les plus grosses anciennetés. Sachant qu'on est sur un schéma qui varie d'une ancienneté
inférieur ou égal à 1 an jusqu'à une ancienneté de mémoire, le haut du pavé, c'est plus de 30 ans. On est dans ce schéma. Donc, en fait, les juges sont encadrés, ça a créé de la résistance, à tel point que c'est remonté très haut. Certaines cours d'appel en métropole et pas à La Réunion, je le précise, ont pris le parti de leur donner raison en disant « ce barème n'est pas conforme, je vous le fais simplement, à certains textes internationaux, dont une convention de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, dont également l'article 24 de la Charte sociale européenne. » Et c'est de ça que la Cour était saisie. Alors, elle a rendu une première décision en 2019, qui n'était qu'un avis, en disant, dans le cadre de cet avis, la Cour de cassation a dit, moi je dis que le barème, il est conforme aux exigences internationales et qu'il n'y a pas de sujet. Les juges d'appel, certains syndicats ont considéré que ce n'était pas suffisant et ont voulu une décision, un arrêt, que voilà. Donc pour nous, ça a été le truc de l'année probablement qu'on va retenir. Et la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 11 mai 2022, a enfin mis fin à la saga judiciaire qu'on vit depuis 5 ans bientôt, et vient nous dire, en gros, le barème Macron s'applique et il n'y a plus de sujet. Donc aujourd'hui, quand on va au prud'homme et qu'on conteste un licenciement abusif, on est pour l'indemnisation dans le cadre. Alors, ça veut dire, nous on le sait, en tant qu'avocat, qu'on va voir fleurir, au-delà de l'indemnisation du caractère abusif de la rupture, on va avoir plein d'autres chefs de monde qui vont fleurir. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir faire le plein sur le reste. Les heures supplémentaires, l'exécution déloyale du contrat de travail, la problématique des entretiens professionnels qui n'ont pas été organisés, qui a généré un préjudice. En fait, on va voir fleurir tout un tas de demandes qui auront pour but de permettre de rééquilibrer et d'essayer de faire le plein par une autre voie. Donc, le sujet sur le barème est terminé, mais ça va changer forcément la configuration, les composantes du contentieux prud'homal, à mon sens, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est important. Autre arrêt que je voulais... alors, c'est une confirmation de jurisprudence, mais elle est importante. Je vous rappelle que dans l'hypothèse où vous concluez une rupture conventionnelle avec vos salariés, de grâce, n'oubliez pas de vous assurer que le salarié est parti avec son exemplaire de la convention CERFA et assurez-vous d'avoir la preuve qu'il est parti avec son exemplaire. Pourquoi ? Parce que le salarié peut très bien dire « je suis navré, mais je dois avoir un exemplaire original de ma rupture conventionnelle. Et moi, quand j'ai quitté votre bureau, je suis parti avec rien. » Alors souvent, vous dites n'importe quoi, tu es parti avec ton exemplaire. Et nous, dans le cadre du litige, puisque le salarié demande quoi quand il demande ça ? Il demande l'annulation de sa rupture conventionnelle au juge pour faire quoi ? Pour faire reconnaître un préjudice supérieur. Et alors, il va rendre l'argent de la rupture conventionnelle, mais il va vous en demander 10 fois plus au prud'homme. Souvent, c'est comme ça que ça se joue. Je le sais parce que je le vis en ce moment. Et à La Réunion, je le précise. Ce n'est pas une hypothèse d'école. Et j'ai en face de moi un salarié de très mauvaise foi qui dit qu'il n'est jamais parti avec son exemplaire de convention de rupture. La preuve, la Cour de cassation vous dit, si vous n'avez pas remis l'exemplaire, ou vous ne pouvez pas prouver que vous l'avez remis, il n'y a pas de rupture conventionnelle. Pourquoi ? Parce que le salarié n'a pas pu exercer notamment son droit à rétractation qui s'ouvre à partir du moment où la rupture est signée. C'est vraiment très important. Arrêt du 16 mars 2022, c'est une confirmation de jurisprudence, elle l'avait déjà dit. S'il vous plaît, c'est vraiment un point bête et méchant, mais qui est immédiatement létal, en fait, qui vous emmène directement en prison sans passer par la case départ, si vous ne le faites pas. Donc, ayez cette rigueur de ne pas oublier, quand vous signez une rupture conventionnelle, de faire que le salarié repart avec son formulaire CERFA. Je suis clair ? Je le dis parce que je suis en train de le vivre. Alors, c'est de l'escroquerie au jugement, j'ai bien conscience. Mais si vous ne pouvez pas prouver qu'il l'a eu, sa rupture conventionnelle, c'est bien gentil, les paroles s'envolent, il n'y a que les écrits qui restent. Donc, vous allez pouvoir marcher sur les mains et cracher du feu au prud'homme, mais il ne se passera rien. Même le MEDEF ne pourra rien faire pour vous. Enfin, je crois. Quand j'ai payé
le silence de l'employeur vaut-il acceptation d'une demande? Alors, à votre avis, les congés payés, on vous fait une demande, vous ne répondez pas. Le salarié part en congé, vous lui dites « T'es gonflé, je t'avais pas dit oui. Je t'avais pas dit non, certes, mais je t'avais pas dit oui. Et je t'avais surtout pas écrit. » Il se passe quoi dans cette configuration-là? J'ai le droit ou pas? À votre avis? Moi, je dirais non. Vous diriez qu'il faut écrire ou vous diriez que… Tant qu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que ce n'est pas accepté. Eh bien, tant qu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que c'est accepté. Voilà, moi j'aurais eu tendance à dire un peu comme vous, parce que ça m'arrange, sauf que ce n'est pas l'esprit du juge, en fait. L'esprit du juge, c'est de dire, si vous dites non, vous l'écrivez, en fait. Vous ne restez pas dans le flou. Vous avez le droit de décider si vous dites oui ou si vous dites non. Mais si vous ne dites rien, c'est comme si vous disiez oui, en fait. Qui ne dit mot consent. C'est exactement la lecture de la Cour de cassation. Là, on est dans une hypothèse où l'employeur va sanctionner un salarié, un avertissement, pour avoir pris un jour de congé alors même qu'à sa demande, on n'avait pas répondu. Le salarié se défend en disant moi, j'ai considéré que comme vous ne m'aviez pas répondu, vous m'aviez dit oui. L'employeur dit si je n'ai pas répondu, c'est que je n'ai pas dit oui. Les juges lui disent on vous demande, vous répondez. Si vous ne répondez pas, vous avez dit oui. Alors, s'il y a des procédures, par exemple, dans l'entreprise qui dit que toutes les demandes, par exemple, c'est de telle date, et on programme les départs en congé. Oui, j'ai pas de souci. Bah oui, mais si on vous demande hors délai, c'est ça. Ce qu'on demande quand même, c'est que vous répondiez en disant « je suis navré, vous êtes hors délai ». Il faut que dans le règlement intérieur ou dans ta procédure ou ta note de service que tu as fait passer à ton équipe, tu aies bien spécifié que toute demande en dehors du truc, tout départ en congé doit avoir l'autorisation expresse écrite de l'employeur. Et là, à ce moment-là, tu te protèges. En revanche, quand on fait une demande, on répond. De toute façon, c'est un principe en droit du travail. Oui, mais attends, tu as quand même certains salariés qui vont te déposer la demande sur ton bureau. Mais après, il y a la théorie de l'abus de droit. C'est-à-dire que quelqu'un qui te fait une demande pour le lendemain, clairement, on peut le rattraper. Par exemple, un employeur qui est en déplacement professionnel ou quoi que ce soit, et le salarié ne le sait pas pour X ou Y raison, tu vois, il peut y avoir… Franchement, il faut le faire passer dans la note de service ou dans le règlement intérieur avec une procédure où il y a bien écrit. Il le donne à son responsable. Et attention, vraiment, j'attire ton attention, c'est là, pour le coup, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, si vous ne répondez pas à une demande qui est formulée, et même si vous avez organisé le truc par avance, moi, à partir du moment où il y a une demande qui est faite, si elle est hors cadre, on répond simplement que c'est hors cadre et que c'est non. C'est juste d'y répondre. Après, on peut s'organiser, mais s'appuyer sur une note qui dirait par avance que toute demande qui serait formulée hors cadre est irrecevable, c'est bien de le caler, mais je précise que si on me posait la question, je dirais répondez. Ça ne mange pas de pain, répondez. Voilà, oui, c'est la tonalité en prévention. Et c'est la tonalité. Alors oui, c'est de la prévention, j'entends, et au moins ça cadre, elle a raison. En revanche, s'il y a une demande qui est faite, le fait de dire je ne réponds pas parce que je l'ai déjà écrit dans la note et que ça ne nécessite pas de réponse. Ah oui, non, ça par contre, il faut quand même répondre. Non, c'est pas ce que je dis. Non, mais c'est pour ça que je précise juste. Mais en revanche, le fait de cadrer à l'entrée, c'est bien, mais oui, elle a raison, bien sûr. De toute façon, une procédure congé payé, rappelez-vous, il y a déjà ce qu'on appelle la période des congés. Alors, à la Réunion, la période des congés, c'est l'année, il n'y a pas de sujet, c'est l'usage. Mais il y a l'ordre des départs qu'il faut aussi caler normalement. Alors, soit on le cale de manière générale par le prisme d'un accord, soit normalement on le fait tous les ans. Alors là aussi, c'est pour ça que je préfère que l'ordre des départs, on l'ait calé dans un accord ou dans une note unilatérale qui, pour toujours, et c'est peut-être là qu'on pourrait écrire ce que tu proposes. N'oubliez pas que le formalisme en matière de congés payés, il est très important. C'est le pouvoir de direction, les congés payés. Ça, c'est important. C'est vous qui avez la main. En revanche, pour avoir la main, il faut respecter les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est de bien cadrer ce qu'on appelle l'ordre des départs. Si on est carré là-dessus, il n'y a pas de sujet après. Ou peu de sujets, si ce n'est un salarié qui serait hors cadre et qui demanderait des choses, auquel cas vous répondez systématiquement à toute demande qui est faite. C'est un principe pour moi, conseil en droit du travail, quand il y a une demande qui est faite, vous y répondez. On ne laisse jamais un courriel sans réponse, quoi qu'il arrive. C'est le principe, c'est tac, tac. On peut jamais considérer qu'il n'y a pas de réponse. Même si la réponse, elle fait une ligne, vous ne laissez jamais rien sans réponse. C'est mon approche. Pour qu'un jour, s'il y a un souci, on ne puisse pas vous dire, vous voyez, vous n'avez même pas répondu. Vous aviez accepté. Congé payé ou autre sujet. Alors voilà,
Voilà, j'ai appuyé sur le truc, ça a disparu. Si vous pouvez revenir sur la diapo, c'est pas mal. Et donc, j'ai fini, en fait. À peu près. Marathon, hein. Non, mais très bien. Débordé. Est-ce que vous avez des questions? On les avait au fur et à mesure, en fait. J'ai posé une question sur l'application de l'entretien professionnel pour les gens de maison. Je crois entendre la voix de Michel Legrand. Grenier, pardon, c'est ça? Pourquoi Legrand? J'ai Legrand en tête, mais Grenier, Legrand, c'est pas très loin. Il y a un greu. Oui. C'est vous? C'est vous. C'est moi. Alors, pour les gens de maison, de mémoire, je crois que la loi exclut l'applicabilité du dispositif aux particuliers employeurs. Sous réserve de vérification, mais à 90%, je crois, M. Grenier, bonjour. Bonjour, je partage cette analyse. Il faut revoir toute la série des articles 70 et suivants du Code du travail, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne s'appliquent pas. Heureusement. Oui, mais sauf que la FEPEM, qui est maintenant à La Réunion, et puisque la convention collective de la FEPEM s'applique à La Réunion depuis le 1er janvier dernier, il y a un certain nombre de choses dont on n'est pas vraiment informé, puisqu'on avait une convention spécifique pour La Réunion depuis 1979. Alors, bon, à vérifier. Hein. OK. On vous dit qu'éventuellement, ce serait applicable par le prisme de cette la convention collective. C'est ça? Ouais, par la convention collective, la FEPEM, la fédération. Alors après, les conventions collectives peuvent, dans certains cas, ajouter à la loi, c'est vrai. Comme elle est étendue, comme la convention collective de la FEPEM est étendue. Il peut y avoir un sujet. Donc, fédération des particuliers employeurs, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tout le monde. Contre-productif, ça. Si cette fédération, si cette branche oblige aujourd'hui les particuliers employeurs à réaliser des entretiens professionnels, on n'est pas sorti des ronces. Oui. Il peut y avoir de plus en plus de travail au noir. Terrible. Non, mais c'est terrible. Merci de l'information. Je n'avais pas cette information-là. C'est avec Audrey, c'est à Saint-Pierre, là, tout ça. Parce que Audrey est aux activités diverses à Saint-Pierre, donc elle doit tout savoir. Elle nous en parlera alors. Merci. Avec plaisir, monsieur. Merci de l'apport. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez partir? Je sens que vous pliez. Sandrine, des questions? Non. Non? Je ne sais pas. Hein. Non, c'est Zoom? Non? Bon, on va pouvoir manger les petits fours. Nous. Bon, merci à tous. Merci à tous. Merci à vous, cher maître. Le fond de roulement, si tu ne fais pas aujourd'hui. Maître. Merci. Comment ça a été reporté? Pardon? La TPE, ça a été reporté, fond de roulement. Non, c'est complètement autre chose. Non, pardon. 16 juin. J'ai pas vu ça, moi. Ouais, ils sont Je croyais que c'était aujourd'hui. Ah, C'est important pour le social, il y a régulièrement des choses. C'était pas très clair. Au début, c'était 10h, puis après, c'était repoussé à 17h30. Et parce que ce matin, c'était fiscal, un atelier à 10h, c'était un atelier fiscal sur d'autres trucs, sur les holdings et des choses comme ça. D'accord, c'était pas ça, mais les formations sur la compta, là. Et bien, c'est reporté. Et si vous dites que c'est... Attends, je vais retrouver le... Mais merci pour tout, une bonne soirée. Merci pour toutes ces informations précieuses et ces petits rappels importants. Bon courage. Bon appétit. Merci. Merci. Bonne soirée. Ouais. C'est ça, le fond de roulement? Merci, au revoir. Merci.